dans une ville méditerranéenne faite de murs blanchis à la chaux, d'une mer d'un bleu implacable et d'un soleil sans pudeur. Meursault vivait en marge, à distance de tout centre, simple employé dans un bureau sans relief où chaque matin il s'asseyait derrière une table qui lui ressemblait, propre et vide, ne gardant du jour que ce que les papiers lui imposaient. Puis il rentrait le soir dans un appartement modeste, un lit, une table, un balcon donnant sur une rue lavée de lumière puis vidée de sens, et jamais il n'avait pensé que sa vie méritait d'être racontée. Elle avançait comme une ligne monotone tracée sur du papier bon marché, jusqu'au jour où arriva le télégramme, un petit papier, une phrase brève, mère décédée, enterrement demain, condoléances. Il le lut puis le relut, non par choc, mais parce que ce ton mécanique réduisait toute une vie à une seule ligne, et rien ne bougea en lui assez fortement pour être appelé tristesse, seulement un poids vague dans la tête. Alors il agit comme on accomplit une tâche ordinaire, demanda un congé, prit le bus, se rendit à l'asile où sa mère avait en réalité cessé d'être présente, bien avant sa mort officielle. Et lorsqu'il annonça la nouvelle à son patron, il le fit simplement. « Ma mère est morte, j'ai besoin de 2 jours ». L'homme le regarda comme s'il attendait des larmes pour valider la vérité, mais n'en trouva pas. Il signa, et dehors tout était pareil. La lumière, les trottoirs, sauf ce papier dans sa poche qui disait qu'un ancien fragment de sa vie venait de tomber ailleurs. Dans le bus, Meursault ne revisita ni son enfance ni les gestes familiers. Il ressentait seulement la chaleur, la lumière dure et une douleur dans la nuque, car depuis qu'il avait placé sa mère à l'asile, quelque chose s'était déjà rompu, et la mort ne faisait que donner une forme officielle à cette rupture. À la veillée, on lui proposa d'ouvrir le cercueil. Il refusa. Il ne voulait pas fixer dans sa mémoire un visage vidé de vie. Alors il resta assis près du cercueil fermé, une cigarette à la main, un café au lait posé à côté, regardant la fumée monter vers un plafond bas, sans avoir l'impression de se tenir au bord d'un abîme, mais plutôt dans une salle d'attente interminable. Et les vieillards présents semblaient plus familiers avec la mort que lui. Il toussait, soupirait comme avec une vieille connaissance, puis vint l'enterrement sous un soleil écrasant. Le prêtre récitait des mots qui ne distinguaient personne, et Meursault entendait sans écouter vraiment, occupé seulement par la fatigue, la chaleur, la sueur sous son col, et quand le corps fut enterré, rien dans le monde ne sembla changer. Le soir même, il rentra en ville, et le lendemain, il alla à la mer, comme si le temps suivait simplement son cours, sans exiger de cohérence. Là, il retrouva Marie, ils nagèrent, rirent, s'allongèrent au soleil, et la mort de sa mère n'envahit pas ce moment. Elle resta absente comme elle l'avait été déjà. Plus tard, elle lui demanda s'il l'aimait. Il répondit qu'il ne savait pas, peut-être pas, mais qu'il accepterait de se marier si elle le voulait, car il refusait de mentir même pour donner forme à ce que les autres attendaient d'entendre. Et autour de lui, d'autres vies continuaient de tourner. Son voisin Raymond, brutal et trouble, lui demanda d'écrire une lettre destinée à piéger une femme qu'il maltraitait. Meursault accepta sans raison forte, ni refus réel, comme on accomplit un geste sans y croire, et ce geste fut le premier fil d'une chaîne qui allait se resserrer, car quelques jours plus tard, sur une plage écrasée de lumière, après une altercation confuse, Meursault se retrouva seul face à un homme. La chaleur était insupportable, la lumière brûlante, le monde réduit à une vibration aveuglante. Il avait dans la main un revolver qu'il avait pris presque sans y penser, et soudain un éclat de lumière sur un couteau, instant suspendu. Aucun discours, aucune morale, seulement un corps accablé de chaleur, une lumière trop forte, une main qui serre une arme, et il tira. Puis encore 4 fois, comme si le geste s'était détaché de lui-même. Et à partir de là, son histoire ne lui appartint plus. La machine sociale se mit en marche. Police, juge, procès, cherchant un motif, une colère, une haine, une raison acceptable. Mais Meursault ne parlait que de chaleur et de lumière, et pour eux ce n'était pas une explication mais une offense, car ce qu'ils jugeaient n'était pas seulement un acte mais une manière d'être, et le procès devint celui d'une absence, absence de larmes, absence de remords visibles, absence de mots attendus. On rappela son comportement à l'enterrement, sa cigarette, son bain de mer, son rire au cinéma, et peu à peu le crime réel s'effaça derrière un autre plus grave encore aux yeux de tous. Celui de ne pas ressentir comme il faut, de ne pas jouer le rôle. Le procureur le transforma en monstre moral, un homme sans âme, sans Dieu, sans repentance, et il fut condamné à mort comme on élimine une anomalie, et en prison face à l'inévitable, il cessa de chercher un sens qui ne venait pas.
Il regarda sa vie comme une suite d'instants sans lien nécessaire, ni justifiés ni condamnés par autre chose que leur existence même, et quand un prêtre vint lui parler de salut et d'éternité, il refusa non par révolte, mais par fidélité à ce qu'il était, car il ne pouvait pas, même au seuil de la mort, inventer une croyance pour se rassurer. Dans un moment de lucidité violente, il comprit que le monde ne change pas avec la mort d'un homme, que le soleil continuerait de brûler, la mer de respirer, la ville de vivre, et que les hommes construisent des récits pour rendre supportable le silence immense qui les entoure. Alors il accepta enfin cette vérité nue, que la vie ne porte pas de sens garanti, et que c'est peut-être dans cette absence même que réside une forme de liberté, et ainsi son histoire ne reste pas seulement celle d'un meurtre, mais celle d'un homme condamné pour ne pas avoir menti, pour ne pas avoir habillé le vide avec des mots rassurants, car dans un monde qui tient par des illusions partagées, celui qui refuse d'y participer devient étranger, et peut-être que son véritable crime n'était pas d'avoir tiré, mais d'avoir refusé de remplir le silence entre la vie et la mort par un mensonge acceptable, si bien que sa tête ne tombe pas seulement comme celle d'un coupable, mais comme celle d'un homme qui n'a pas su jouer la comédie et dont la sincérité froide a fissuré, ne serait-ce qu'un instant, le fragile édifice des certitudes.